J'étais invisible depuis 8 mois. Voilà la vérité quand on travaille dans une maison comme celle de Giovanni Moretti. On apprend à traverser les pièces comme de l'air, présente mais jamais remarquée. Mes mains polissent des surfaces qui brillent sous des lustres que je ne pourrai jamais m'offrir. Plient des serviettes plus douces que tout ce sur quoi j'ai jamais dormi et arrangent des fleurs qui coûtent plus cher que mes courses de la semaine. L'hôtel particulier s'étend sur 3 étages de luxe parisien, tout en marbre bois sombre et grandes fenêtres donnant sur une ville où j'ai à peine les moyens de vivre. Giovanni Moretti lui-même est une ombre que j'ai appris à anticiper. J'entends ses pas dans l'escalier mesurés, délibérés, et je sais qu'il faut me trouver ailleurs. Je l'aperçois parfois à travers les embrasures de portes, cheveux sombres impeccablement coiffés, costume hors de prix qui semble avoir été fait pour lui dès sa naissance, et des yeux couleur whisky vieilli qui ne se posent jamais vraiment sur moi. Il tient des réunions dans son bureau avec des hommes qui parlent à voix basse et repartent par des portes latérales. Je nettoie derrière eux, je vide des cendriers qui sentent le cigare cubain, je ramasse des verres oubliés encore humides d'alcool. Je ne pose pas de questions, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de disparaître. La seule constante dans cette existence soigneusement réglée, c'est Camille. Ma sœur travaille en cuisine. Elle a 23 ans, le rire facile de notre mère, et aucune de mes précautions. Elle prépare des petits déjeuners qui sentent le réconfort, et des dîners qui ressemblent à des œuvres d'art. Et chaque soir, quand nos services se terminent, nous reprenons le métro ensemble jusqu'à notre appartement trop étroit à Aubervilliers. 2 chambres, des murs fins des voisins qui se disputent à 3 heures du matin, mais c'est chez nous. Enfin, en location. Et à peine à notre portée. J'accepte les heures supplémentaires dès qu'on me les propose parce que j'ai besoin de chaque euro. Parce que 47 000 euros de dette médicale ne disparaissent pas tout seuls. Parce que ma mère est morte d'un cancer il y a 2 ans. Un cancer qui a dévoré son corps et nos économies en même temps. Et que les factures ont continué à arriver longtemps après son enterrement. J'ai signé des échéanciers que je paierai encore quand j'aurai 30 ans, accepté des taux d'intérêt qui devraient être illégaux et appris à survivre avec du café bon marché et un espoir encore moins cher. Alors je nettoie, je pille, je fais briller. J'accepte les heures en plus sans me plaindre. Le jeudi soir, la vieille horloge du hall sonne 10 coups alors que je termine d'essuyer la rente. Mes épaules me font mal à force d'avoir frotté les joints de carrelage de la salle de bain du 3e étage et le bas de mon dos proteste quand je me penche pour récupérer mon panier de produits. En octobre à Paris, la nuit tombe tôt et à travers les hautes fenêtres, je regarde la pluie commencer à tracer des lignes sur les vitres. Tu t'en vas ? Camille apparaît depuis la cuisine en enfilant sa veste. Elle sent le romarin et l'ail, sans doute à cause du dîner qu'elle a préparé pour Giovanni. Oui, longue journée. Elle examine mon visage avec cette intensité particulière que seules les sœurs possèdent. Tu as l'air épuisée. Ça va. Tu dis toujours ça. Elle glisse son bras sous le mien pendant que nous avançons vers l'entrée de service. Soirée film ce week-end. Je ferai du pop-corn. Si je ne travaille pas. Léa. Sa voix se charge d'un reproche doux. Tu ne peux pas continuer à faire des doubles services éternellement. Mais je peux, je dois. La prochaine échéance tombe dans 2 semaines et il me manque 300 euros. Dehors, la pluie est passée d'une brune légère à une vraie averse. Nous nous serrons sous le petit auvent près de la porte de service et Camille sort son téléphone pour vérifier l'état du métro. La ligne est à l'heure. Prête à courir ? 3 rues, c'est tout. 3 rues entre l'hôtel particulier des Moretti et la station Passy. Nous l'avons fait des centaines de fois, généralement ensemble, parfois seuls, quand nos horaires ne coïncident pas. Le quartier est censé être sûr, après tout. C'est le territoire de Giovanni, et j'ai entendu les murmures sur ce que cela signifie. Protection, ordre, des règles appliquées par des hommes en costume sombre. Ce soir-là, Camille a reçu un message de son copain avant que nous partions. Une urgence avec son colocataire qui l'a fait jurer tout bas et s'excuser 1000 fois. « Vas-y, lui ai-je dit, je vais m'en sortir. »
Tu es sûre? Ce n'est que 3 rues. Elle m'a embrassée sur la joue et a couru vers le garage où elle avait garé sa vieille Renault. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue, puis j'ai remonté ma capuche contre la pluie et j'ai commencé à marcher. La rue était plus calme que d'habitude. La plupart des vitrines étaient déjà fermées, leurs fenêtres plongées dans l'obscurité à l'exception des veilleuses de sécurité, qui coloraient tout d'ambre et d'ombre. Mes baskets éclaboussaient les flaques, trempant mes chaussettes en moins d'un pâté de maison. Je gardais la tête baissée, concentrée sur l'itinéraire familier, comptant les boutiques que je dépassais comme des grains de chapelet. Le restaurant italien, le pressing, la pharmacie avec son néon qui clignote, 2 rues, plus qu'une. La ruelle est apparue sur ma gauche étroite et sombre, entre 2 immeubles. Je l'avais dépassée 1000 fois sans y penser. Mais ce soir-là, 2 silhouettes sont sorties de l'ombre bloquant le trottoir devant moi. Je me suis arrêtée. Mon cœur s'est brusquement mis à cogner contre mes côtes. « Bonsoir », a dit l'un d'eux. Un type blanc, peut-être 30 ans, le crâne rasé, avec une veste qui semblait bien trop légère pour la météo. Son compagnon était plus grand, plus large, silencieux. « Bonsoir », ai-je réussi à répondre en essayant de les contourner. Le premier homme s'est déplacé, restant sur mon chemin. « Où tu vas si vite ?»« Chez moi. » Ma voix est sortie plus stable que je ne le ressentais. « Excusez-moi. Attends un peu. » Il a souri, mais ce sourire n'avait rien d'amical. « On fait juste connaissance entre voisins. On discute. » Le plus grand s'est placé derrière moi, coupant toute retraite. Mon ventre s'est glacé. « Je ne veux pas d'ennui, » ai-je dit. « Pas d'ennui. » Le premier a levé les mains, paumes ouvertes. « On veut juste ton sac et le téléphone dans ta poche, gentiment. » Mon esprit cherchait frénétiquement une issue. Crier, mais qui m'entendrait sous la pluie? Courir, mais où? Me battre contre 2 hommes 2 fois plus grands que moi? Avec des mains tremblantes, j'ai passé la bandoulière de mon sac par-dessus ma tête et je le lui ai tendu. Il l'a pris, l'a fouillé rapidement et a glissé mon portefeuille dans sa poche. Puis il m'a regardé d'un air impatient. Le téléphone. J'ai plongé la main dans ma veste, les doigts engourdis, et je lui ai donné mon portable. Mon lien avec le monde, mon réveil, ma connexion avec Camille. Gentille fille. Il a examiné le téléphone, puis ses yeux sont tombés sur mon polo. Mon uniforme de ménage visible sous ma veste entr'ouverte. Un simple polo gris avec le logo discret de la maison brodé sur la poitrine. « Attends une seconde. » Il s'est approché, la pluie plaquant ses traits contre son visage. « Tu travailles dans cette maison, la grande au coin. » La peur s'est répandue dans mes veines comme de la glace. « Non, ne mens pas. » Il a attrapé mon col et m'a tiré vers lui. « J'ai déjà vu ce logo. Tu bosses pour l'Italien, c'est ça ? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne mens pas !» Il a regardé son compagnon. « Elle travaille pour Moretti. » L'expression du plus grand a changé. Quelque chose de sombre a traversé son visage. « Je ne suis qu'une femme de ménage, » ai-je dit désespérée. « Je ne sais rien. Je nettoie juste des maisons. S'il vous plaît. » Juste une femme de ménage. Le premier a ri, mais son rire était laid. « Eh bien, juste une femme de ménage, tu vas nous livrer un message ?» Le premier coup est venu de nulle part, frappant ma pommette. Une douleur brûlante a explosé derrière mes yeux et j'ai reculé en titubant. Avant que je puisse reprendre mes esprits, des mains m'ont saisi, les bras des doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des bleus. J'ai essayé de crier, mais une paume s'est plaquée sur ma bouche. « Voilà ce qui arrive », a murmuré le premier près de mon oreille. Quand certains croient que les rues leur appartiennent. Quand ils pensent que leur patron italien peut nous dire quoi faire. Le deuxième coup a touché mes côtes, puis un autre, et encore un autre. J'ai arrêté de compter après le 4e, arrêté d'essayer de me défendre. Je me suis simplement repliée sur moi-même en priant pour que ça s'arrête. Quelqu'un m'a attrapé les cheveux, a tiré ma tête en arrière, et j'ai vu le poing du premier homme foncer vers mon visage avant que tout ne devienne noir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Cela aurait pu être quelques secondes ou plusieurs minutes. Quand j'ai repris connaissance,
J'étais allongée sur le trottoir mouillé, la pluie martelant mon dos. Chaque respiration me donnait l'impression d'avoir des couteaux dans le flanc. Mon œil gauche ne s'ouvrait plus correctement, gonflé et palpitant. Un goût métallique et âcre emplissait ma bouche. Ils étaient partis. Mon sac, mon téléphone, mes agresseurs, tous disparus dans la nuit d'octobre. Je me suis redressée en position assise, retenant un sanglot quand mes côtes ont protesté. Mes mains étaient écorchées, mon jean déchiré aux genoux. À travers mon seul œil valide, je distinguais la station de métro. Plus loin, ses lumières tremblant sous la pluie. Lève-toi, avance, rentre chez toi. Je ne me souviens pas clairement du trajet, seulement des fragments. Titubé jusqu'au portillon. Le visage inquiet d'une femme qui me demande si j'ai besoin d'aide, moi qui secoue la tête. Les secousses du métro. Monter les escaliers de notre immeuble m'a semblé comme gravir une montagne. Le miroir de la salle de bain a raconté l'histoire que mon corps connaissait déjà. Mon œil gauche était gonflé, presque fermé du violet s'étalant autour de l'orbite. Ma lèvre inférieure était fendue et saignée. Quand j'ai soulevé mon haut, des bleus commençaient déjà à se former le long de mes côtes rouges et violacées. Mes bras portaient l'empreinte nette des doigts qui m'avaient agrippée. J'ai ouvert la douche, laissant l'eau devenir brûlante, puis je me suis assise par terre dans la salle de bain entièrement habillée, pendant que la vapeur remplissait la pièce. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis autorisée à pleurer doucement, avec contrôle pour ne pas réveiller Camille. Mais elle s'est réveillée quand même. La porte de sa chambre s'est ouverte, des pas se sont approchés, puis elle est apparue dans l'encadrement de la salle de bain, le visage devenu livide. « Léa, mon Dieu, Léa !»« Ça va. »« Tu saignes, il faut aller à l'hôpital. »« Non. »« Léa. »« Je n'ai pas les moyens. » Ma voix s'est brisée. « Je n'ai pas les moyens de payer les urgences, Cam. Je ne peux pas. » Elle s'est accroupie près de moi, ses mains suspendues dans le vide, comme si elle avait peur de me toucher et de me faire encore plus mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une agression. 2 types. Ils ont tout pris. Tu as appelé la police ? Plus de téléphone, tu te souviens ? J'ai essayé de sourire, mais ma lèvre fendue m'a arraché une grimace. Ce n'est rien, je déposerai plainte demain. L'expression de Camille disait clairement qu'elle ne croyait pas une seconde que ce n'était rien, mais elle n'a pas disputé. À la place, elle m'a aidé à retirer mes vêtements trempés, m'a soutenue sous la douche, puis a bandé les pires écorchures avec ce que nous avions dans notre trousse de secours. Quand j'ai enfin réussi à me glisser dans mon lit, elle s'est assise près de moi dans l'obscurité. « Je n'aurais pas dû te laisser rentrer seule, » a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas ta faute. » Mais pendant que j'étais allongée, chaque partie de mon corps hurlant de douleur, je n'arrivais pas à arrêter de revoir l'instant où le premier homme avait reconnu mon uniforme. La lueur de reconnaissance dans ses yeux. La violence délibérée qui avait suivi. Ce n'était pas un hasard. Et d'une certaine façon, c'était infiniment pire. Le sommeil est venu par fragments, brisé par la douleur qui pulsait dans mes côtes à chaque respiration. Quand mon réveil a sonné à 6 heures, je suis restée allongée à fixer le plafond, calculant l'impossible équation d'une journée de travail manquée. J'avais besoin de chaque service, de chaque euro. Les factures médicales se fichaient que j'ai été violemment agressée dans une ruelle. 47 000 euros. Ce chiffre me suivait comme une ombre constant et étouffant. Chaque mois, j'en grignotais une petite partie. 300 ici, 500 quand je faisais des doubles services. Mais les intérêts le maintenaient en vie, respirant, grandissant. Manquer ne serait-ce qu'1 jour signifiait prendre encore plus de retard. Je me suis redressée péniblement, retenant un gémissement quand mes côtes ont protesté. Le miroir de la salle de bain m'a montré exactement avec quoi je devais composer. Mon œil gauche s'était transformé en une palette grotesque de violet et de noir, tellement gonflée que je voyais à peine à travers une fente. La coupure de ma lèvre avait croûté pendant la nuit. Des bleus fleurissaient sur ma mâchoire et ma pommette comme des fleurs violentes.
Le maquillage est devenu une peinture de guerre. J'ai appliqué une couche d'anti-cerne assez épaisse pour ressembler à un masque, même si elle ne faisait pas grand-chose contre le gonflement. Du fond de teint en 3 teintes différentes pour tenter de retrouver la couleur normale de ma peau. L'œil était perdu d'avance. Aucun produit ne pouvait masquer ces dégâts. Je me suis contentée de rendre le reste de mon visage à peu près humain, et j'ai espéré que les gens ne regarderaient pas de trop près. Le haut à manches longues s'est imposé par nécessité malgré la chaleur étrange d'octobre qui s'était installée sur la ville. Gris anthracite col montant, couvrant chaque centimètre de blessure que je pouvais cacher. Quand j'ai vérifié mon reflet une dernière fois, j'avais l'air de porter un mauvais déguisement de moi-même. Camille était déjà dans la cuisine quand je suis sortie, et son visage s'est effondré dès qu'elle m'a vue. « Ne commence pas, ai-je dit avant qu'elle puisse parler. Je vais travailler. Léa, tu peux à peine marcher. Je marche très bien. Un mensonge. Chaque pas envoyait des décharges dans mon flanc gauche là où il m'avait frappé. Et j'ai besoin d'argent. Un jour ne va pas... Si. J'ai versé du café dans un mug de voyage, chacun de mes mouvements prudents et calculés. L'échéance tombe dans 2 semaines. Il me manque déjà 300 €. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Nous connaissions toutes les deux les chiffres. Nous vivions toutes les deux dans le même budget impossible. « Au moins laisse-moi t'emmener », a-t-elle fini par dire.